c'est moi. Bonjour à tous, vous écoutez Au Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast, appelez ça comme vous voulez, présenté par Renaud et Wendy. Comme toujours, nous allons vous présenter plusieurs ouvrages afin de vous donner envie de les découvrir. On voulait en profiter aussi pour vous remercier une nouvelle fois pour votre accueil, vos retours et votre enthousiasme concernant cette émission. Ça nous touche beaucoup et on voulait vous le dire, alors merci beaucoup Moussaillon. Et on commence tout de suite avec la chronique de Renaud. Alors, de quoi tu vas nous lire ? Je vais vous lire une BD. Ouvrez vos livres, page 394. Ouvrez vos livres, 394. Parlons un peu de It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Sorogood. Souvent prononcé par les gens It's Lonely at the... Voilà. C'est ce que j'appelle moi l'effet générique des mini-pousses. Tu peux chanter le début, mais après c'est impossible de faire la suite. Déjà parce que tu la retiens pas, c'est long et c'est compliqué. Surtout pour nous Français qui ne faisons aucun effort. Bref, donc It's Lonely at the Center of the Earth. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le nom est imprononçable et un peu pédant sur les bords et les rebords et même les recoins. Mais ce qui est cool avec Zoé Sorogood, c'est qu'elle en rigole elle-même à l'intérieur de son propre livre. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime fort Zoé Sorogood et cet ouvrage. Le recul qu'elle a sur son travail est génial. Bref, je commence déjà à digresser en une phrase alors que j'ai même pas commencé à parler du bouquin. Donc reprenons. Aujourd'hui on va parler d'une BD qui te met une petite patate dans le gras du bidou et aussi une petite larmichette à l'œil, le tout agrémenté d'un petit sourire en coin. Si je devais pitcher It's Lonely at the Center of the Earth, je vais le dire plein de fois parce qu'en plus je le prononce pas si mal, donc je vais le dire vraiment plein de fois. Je dirais que c'est une exploration artistique, autobiographique. Zoé Sorogood dépeint 6 mois de son quotidien qui sombre au fil des jours dans une profonde mélancolie, voire disons-le carrément, une grosse dépression. Elle offre un regard intime, méta-narratif sur son existence, celle d'une artiste dont la création est la raison de vivre. Révélant sa lutte quasi permanente pour la santé mentale, à travers les hauts et les bas de l'anxiété, de la dépression justement, et du syndrome de l'imposteur. Alors qu'elle se forge une carrière prometteuse. Alors, ce pitch étant fini, je sais ce que vous allez me dire. Encore quelqu'un qui se plaint, raconte sa vie triste, gna gna gna, moi aussi j'ai des problèmes, j'ai pas besoin de lire ceux des autres, pour qui ils se prennent tous ces auteurs blindés de fric à nous parler de leur malheur. Alors oui, bon, j'imagine très bien, pour tous ceux qui ne sont pas du genre à aimer les récits ultra personnels, presque impudiques, pleins d'introspection, que ça va être un peu dur, voire mission impossible. Car tu sais, tous ces ouvrages, ils sont censés, par leur expérience de vie, te faire réfléchir sur la tienne. Et moi je me dis connement que déjà, peut-être que le titre du bouquin à rallonge et un peu pédant, ça va les emmerder. Ça va les rebuter d'avance, avant même d'avoir ouvert une seule page du bouquin. Ou alors peut-être que... Ouais, non c'est ça, j'ai trouvé. Ça va être mon rôle aujourd'hui. Te donner envie à toi, qui refuse catégoriquement ce genre de lecture, de lire ce livre. Car peut-être que c'est justement cette lecture-là qui va te faire changer d'avis. Car le tout est raconté avec une maîtrise de dingue, un humour décapant et un recul assez fou de la part de son autrice, dessinatrice sur son travail. Bref, tu vas voir, c'est bien. Je vais essayer. Et même si tu n'aimes pas, un truc que je peux te promettre, et dont je fais le serment, c'est que tu n'auras jamais vu ça, au moins graphiquement. Allez, faites-moi confiance, les sceptiques. Vous allez voir, ça va bien se passer. Restez jusqu'au bout. Zoé Sorogood est une artiste britannique. Elle s'était faite remarquer avec Dans les yeux de Billy Scott, une œuvre qui avait eu de très bonnes critiques et des méga retours des lecteurs fans, justement pour la capacité de Zoé et son talent à mêler le personnel et le social. Je trouve que graphiquement, on n'a pas encore la patte de ce que va être Zoé. Je trouve que cette patte se confirme et s'affirme grandement dans l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Et ouais, avec It's Lonely at the Center of the Earth, elle continue à creuser son sillon, mais en allant encore plus loin dans l'intime. Elle nous balance ici un mélange de mémoire, de fiction, d'autoportrait en supra-chute libre. En gros, elle décide du haut de ses 23 ans de documenter 6 mois de sa vie. Une période où sa santé mentale a pris ultra cher. Ce livre s'ouvre quasiment sur une case où Zoé Sorogood dit qu'elle hésite à se planter un couteau pointu dans la carotide. Donc effectivement, on n'est pas au top de la forme, quoi. Donc ce livre est le témoignage de ces moments,
de ces 6 mois. Ce moment où elle décide de dessiner pour ne pas sombrer, pour ne pas crever, pour s'en sortir, pour essayer de comprendre. Parfois dessiner simplement, sans réelle raison, juste parce que ça lui fait du bien. Et c'est justement ces dessins, mélangés aux propos, qui font mouche. Car au lieu de juste nous raconter ses tourments, elle les met en scène avec un style visuel qui part dans tous les sens. Et cela justement dans le bon sens du terme. Elle nous fait vivre pleinement ces moments avec elle. Ce qui frappe direct, c'est à quel point Sœur Good joue avec brio avec les codes narratifs. Zoé ne se contente pas de se dessiner elle-même en mode autoportrait classique. Elle ne se contente pas de nous livrer un récit linéaire. Non. Elle alterne les styles graphiques, les mises en abîme et les digressions bien senties. Elle éclate sa propre personnalité en plusieurs versions d'elle-même, comme si elle avait organisé une colocation chelou dans sa tête. Et chacune de ces versions incarne un pan de sa personnalité, une humeur, une angoisse. C'est malin parce que ça lui permet de dialoguer avec elle-même, de se foutre de sa propre gueule et de nous faire marrer par la même occasion, ou pleurer selon les pages. Bref, elle se dessine elle-même sous différentes formes, dialogue avec des versions d'elle plus jeunes ou plus cyniques, et nous embarque dans ses angoisses sans jamais tomber dans le pathos gratuit. Le mieux, c'est d'essayer que je vous présente ces différentes versions d'elle-même. Tout d'abord, on a la cynique, une Zoé ado, aiguisée comme un couteau rouillé, toujours prête à balancer une pique ou à démonter ses propres choix. Dessinée en mode manga un peu crade, elle incarne cette voix intérieure qui te souffle à l'oreille que tout ce que tu fais est nul à chier. Ensuite, on a l'honnête, un bonhomme en fil de fer, tout simple, presque enfantin, créé à l'époque de la fac. Ce personnage dit tout haut les trucs les plus sombres, et cela sans filtre. C'est la voix brute, celle qui n'enrobe rien et qui te balance ta vérité sans pitié en plein dans ta tronche. Et puis il y a l'enfant, version chibi, kawaii à fond, toute petite, toute mignonne, avec des étoiles dans les yeux. Elle représente son optimisme d'enfant, celui qui survit tant bien que mal dans la tempête mentale, un petit rayon de soleil dans la nuit. Et pour finir, mon préféré, Happy, le plus flippant du lot. Un gros démon noir avec un sourire à la sans visage, coucou Chihiro. C'est sa dépression personnifiée. Au début de l'histoire, il fout juste les jetons, avec sa gueule toute creepy. Puis il devient presque familier, parce qu'au bout d'un moment, la dépression, c'est comme un vieux coloc qui squatte. Tu t'y habitues, tu finis parfois par le tolérer, même si au fond de toi, tu peux plus le saquer, et t'as qu'une envie, c'est qu'il se barre. Tous ces avatars, ils se croisent, ils discutent, ils se clashent, et ça donne une mise en scène intérieure hyper riche. C'est pas juste une autrice qui raconte sa vie, c'est un putain de théâtre mental, où chaque facette de sa personnalité a son mot à dire, et franchement, ça défonce. Et puis il y a l'humour, parce que oui, malgré le thème hyper lourd, la dépression, la solitude, la création comme exutoire, mais aussi franchement pour elle comme une malédiction, il y a un vrai second degré qui désamorce l'intensité du propos. Le tout parsemé de ces références pop culture à gogo, de petits moments absurdes et d'une autodérision qui fait mouche. Et ça, pour moi, c'est le vrai truc cool du bouquin. Car quand tu combines un propos dur mais que tu arrives à en faire des passages drôles, et qu'en plus, une nouvelle fois, tu recombines le tout avec des idées graphiques originales et puissantes, tu mets des mandales. Et toi, en tant que lecteur, tu prends des mandales d'émotions diverses qui te parcourent, et tu surfes avec Zoé, tant bien que mal, entre toutes ces émotions, et c'est fort, vraiment fort de maîtrise. Car oui, tu l'as compris maintenant, graphiquement, c'est une masterclass. C'est tellement une masterclass que c'est difficile à décrire à vous, auditeurs. Car l'audio, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour décrire du visuel. Mais essayons quand même. Tout d'abord, c'est pas juste une BD où une autrice raconte ses états d'âme. C'est presque une performance graphique, une déconstruction permanente du récit. Une BD qui explose les cases autant que les conventions du genre. Rarement, j'ai vu une autrice oser autant avec son propre médium. Ça déborde des cases, ça passe en pleine page, en double page, ça change de graphisme et de style de dessin et d'illustration sans arrêt. Ça passe en noir et blanc, puis d'un coup ça devient fluo et ultra coloré. Tu peux avoir une pleine page noire avec juste un message écrit en blanc. Elle passe du réalisme au cartoon, du crayonné brut à des compositions ultra détaillées, avec une aisance bluffante. Elle peut te faire des doubles pages dans un style journal intime, presque scrapbooking, puis continuer avec un truc beaucoup plus classique. Chaque page est une expérience en soi. Et certaines planches méritent carrément qu'on s'y attarde plusieurs minutes tant elles sont réfléchies et immersives. Rien que pour l'aspect graphique, cette BD mérite le coup d'œil. J'irai même plus loin, mérite l'achat. Prends mon fric, Zoé, putain de merde. C'est un livre qui parle aussi du processus créatif, comme je l'ai dit un peu avant.
Et donc si toi aussi tu t'intéresses à la création, ou si tu as déjà essayé de créer des choses artistiques au sens large du terme, ce bouquin te parlera. Car il cause aussi et avant tout de cela, du processus créatif, du doute, du syndrome de l'imposteur, de la remise en question, de la légitimité, bref, de toutes les émotions face auxquelles on se confronte lorsqu'on entreprend un putain de projet artistique. Et à quel point tout cela devient chronophage. Et même si tu gribouilles pas dans un carnet, ou que tu gratouilles pas de guitare dans ton coin, ou que tu galères pas sur un projet créa, et que tu ne fais pas réellement d'art, eh bien la façon dont elle parle de ses doutes, de sa santé mentale et de son rapport aux autres, ça te parlera, parce que ça résonne direct, parce que c'est juste, parce que c'est ultra humain. Ce n'est pas du tout un livre destiné uniquement aux gens qui font de l'art. Pas du tout, ce serait tellement réducteur. Non, ce que raconte l'histoire de cette BD, c'est ces quelques mois de la vie de Zoé Sorogood. Et donc de sa vie d'illustratrice, d'autrice, mais aussi tout simplement de la vie d'une meuf de 23 ballets, et donc des relations humaines qui l'entourent, amoureuses ou non. Donc on parle de choses auxquelles n'importe qui peut s'identifier. Et quand il s'agit de raconter les choses, Zoé sait le faire. Elle sait tellement le faire qu'elle joue avec. Zoé joue avec sa narration. Le rythme suit d'ailleurs ses humeurs. Des moments frénétiques où les pages se déchaînent, d'autres plus posés, presque contemplatifs, où elle se pose des questions sans réponse. Son livre vit au même rythme qu'elle, et c'est là que c'est fort. Et ce qui nous touche aussi, c'est qu'elle ne se planque pas, elle n'embellit pas, elle montre les moments de doute les plus crus, les plus honteux, les idées noires qui te prennent à la gorge, et sans chercher à en faire du spectacle. C'est juste d'une sincérité brute, qui te cogne. Et une nouvelle fois, qui sonne vrai. Bref, It's so lonely at the center of the earth. C'est une claque, c'est beau, c'est poignant, c'est drôle, ça te prend aux tripes. Quand tu le refermes, t'as pas juste lu une BD, non. On t'a confié un petit bout de quelqu'un entre les mains. Et par la même occasion, on t'a foutu un miroir devant les yeux, à toi qui lis. Et ça te renvoie à ta propre image, de ta tronche un peu cassée. Et ça, c'est rare. Je ne peux qu'inviter les gens à suivre cet artiste incroyable et à acheter ses livres. Et quand je dis suivre, je veux même dire la suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram ou autre. Car c'est comme si on continuait l'histoire, comme si on continuait à lire le livre. Elle est si cool sur les réseaux, si vraie. Et c'est là qu'on voit qu'elle ne triche pas. Elle est dans la vraie vie, comme sur les réseaux, et comme dans son livre. Postant autant son travail que des photos d'elle jouant aux jeux vidéo avec ses potes, que des photos de son chien ou de ses humeurs. Des photos floues, des photos mal cadrées, bref. Elle est elle. Et tous ces avatars tristes, drôles, paumés, dépressifs, colériques, etc. Suivez-la car ça vaut le coup. En plus, elle met souvent en vente des dessins sur ses pages, donc vous aurez peut-être la chance d'en choper un. Si on doit faire un petit bémol à cet ouvrage, si on doit chercher absolument à en trouver un, je vais soulever ce qui a été soulevé de nombreuses fois par les fans, c'est son putain de prix. 28 balles, bordel de chiasse, pour un format comics, qui fait moins de 200 pages, donc qui se lit assez vite. Malgré la qualité évidente de l'ouvrage, les femmes ont souvent gueulé qu'ils auraient préféré un 25 balles un peu symbolique. Moi, pour ma part, je n'aime pas tant discuter le prix d'une œuvre. Il y a tellement de lignes qui rentrent en compte pour fixer un prix. Après, j'avoue que je me devais de faire l'avocat du diable et de souligner ce point dont les fans ont parlé. Car il faut dire, et je le comprends, qu'on approche les 30 balles. Et que pour certains, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ça puisse piquer un peu. Bon, après, ça ne retire rien à la qualité de l'ouvrage. Et peut-être que ceux qui seraient rebutés par le prix, allez fouiller du côté des sites d'occasion. Vous devriez pouvoir le choper à un prix correct, car c'est bête de passer à côté. Bref, petit bémol passé. Sorogood prouve, et je dirais même confirme, avec It's Lonely at the Center of the Earth, qu'elle fait largement partie des autrices les plus intéressantes de la BD actuelle. Car ce livre, c'est pas une BD, c'est une putain de dissection graphique de l'âme. Zoé Sorogood, c'est la meuf qui te fait rire en te brisant le cœur, et ça, c'est un super méga pouvoir. Alors si t'as envie d'un bouquin qui t'explose le cœur tout en te faisant marrer nerveusement, fonce. Parce qu'ils sont pas nombreux les bouquins comme ça, les bouquins qu'on lit, en se remettant en question, en réfléchissant, en contemplant la vie de quelqu'un, comme si c'était la nôtre. Alors à vous, les sceptiques qui fuyez les récits autobiographiques personnels, un peu auto-centrés. J'espère vous avoir donné envie de sortir de votre zone de confort. Ne soyez pas ces gens qui prennent toujours le même plat au resto, par peur d'être déçus. Osez, expérimentez. Parce que c'est souvent dans ces œuvres-là, les plus intimes, les plus viscérales, qu'on trouve des échos à nos propres vies. Et c'est pas réservé aux livres,
Ça vaut aussi pour les films, les séries, la musique. À la volée, là je pense à Au-dedans, à Moi ce que j'aime c'est les monstres, à la saison 2 de Bref, ou au groupe Tool, avec l'album 10,000 Days. Il y a tellement d'œuvres personnelles, voire impudiques, qui ont un impact universel. Merci de m'avoir écouté. Lisez et émerveillez-vous, c'est tout ce que je vous souhaite. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on a stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. My mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light. Though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know. Though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a my body is a cage. My body is a cage. We take what we are given. Just because you've forgotten doesn't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night. But when I get to the doorway, there's no one in sight. I'm living in an age that realize I am dancing with the one I love, but my mind holds the key.
set my body free. Set my body free. Vous venez d'écouter My Body is a Cage de Peter Gabriel. Merci beaucoup Renaud pour cette chronique très complète de nouveau. Moi j'ai des petites questions concernant Zoé Sorogood. Je sais qu'elle a étudié l'art du jeu vidéo donc à l'université et je pense que ça a pu enrichir aussi sa vision narrative. Mais moi je voulais voir comment par rapport à son parcours, tu penses que ça a influencé surtout son approche de la bande dessinée? Ouais, c'est super que tu notifies ça, qu'elle a travaillé dans le jeu vidéo, parce que c'est un truc que je trouve super important dans sa façon de créer. En fait, Zoé Sorogood, elle a dit en interview qu'elle considérait les jeux vidéo comme sa première source d'inspiration en matière de narration. Elle a été introduite très jeune aux jeux vidéo. Avec son père, elle jouait. Elle a été captivée par l'implication du joueur dans l'histoire, une caractéristique qu'elle apprécie particulièrement, et surtout un jeu qu'elle apprécie. Elle a notamment mentionné l'impact du jeu Silent Hill, un jeu que j'apprécie beaucoup, un peu dans le style de Resident Evil, si vous ne connaissez pas, sur sa manière de représenter les concepts abstraits, comme justement la dépression, en leur donnant une forme tangible. Et quand on sait ça et qu'on a lu, par exemple, ce bouquin-là, ça fait sens. Elle aime aussi beaucoup les mangas. Elle a une grosse influence, dont Inyo Asano, qui a fait Bonne Nuit Poun Poun et Solanin. Ces deux mangas occupent une place très très spéciale dans le cœur de Sorogood. Elle a découvert ses œuvres il y a quelques années et a ressenti une affinité immédiate avec le style, au point de penser que son propre travail à elle avait été influencé rétroactivement. Donc voilà, on va dire que les mangas et le jeu vidéo, c'est deux influences très très fortes pour Zoé Sorogood, et je trouve que quand on voit ses dessins, surtout sur Hack and Slash et It's Lonely at the Center of the Earth, ça se ressent beaucoup. Ouais. Eh bien, merci Renaud. Eh bien, écoute, j'ai une dernière question. Moi, je voudrais savoir comment elle gère, si tu le sais, la transition justement entre les projets personnels et intimes, ainsi et les collaborations, sur les franchises établies. Donc, je pense à Rain, je pense à Hack and Slash. Alors, moi, j'ai pas lu Rain, je vais être honnête. J'ai juste vu les dessins et j'ai trouvé ça fou. J'ai lu Hack and Slash, je connaissais un petit peu la série, et en fait, ce qui est super, c'est que je trouve que ça rend parfaitement hommage au truc de base, voilà, parce qu'elle écrit dans une série qui est déjà existante, donc elle fait un one shot dans cet univers, et du coup on est sur un truc un peu de super-héros, etc. C'est quand même trash, et on retrouve l'univers de Zoé Sorogood malgré tout. C'est pas ses trucs à elle, mais le dessin, il est trop cool, c'est toujours du Zoé Sorogood, et elle arrive à s'approprier le truc. Par exemple, son premier ouvrage, Dans les yeux de Billy Scott, je trouve qu'on voyait moins le caractère, on va dire, le dessin de Zoé Sorogood, de ce qu'allait devenir Zoé Sorogood sur ces œuvres-là après. Son style graphique n'était pas encore affirmé. Et là, on le sent. Même si c'est pas une œuvre qui est entièrement d'elle, qu'elle l'a pas écrite, etc., et qu'elle se met juste au service d'une œuvre en dessinant, et ben, il y a quand même son style, il y a quand même tout ça, et je trouve que c'est carrément cool. Hack and Slash, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est un truc d'univers un peu de super-héros, etc. Et par le dessin de Zoé Sorogood, c'est trop cool, quoi. Donc, si vous aimez bien les super-héros, je conseille quand même ce truc-là. Et du coup, c'est peut-être justement moins personnel, moins un truc introspectif, moins un truc un peu moins sur la dépression. C'est un truc un peu plus fun et trash. Mais c'est très cool aussi, parce que Zoé Sorogood, au-delà de savoir raconter des histoires et de nous faire réfléchir sur nous, c'est surtout dessiner, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup Renaud pour toutes ces infos. Est-ce que tu peux nous redonner vite fait le titre, l'autrice, l'édition, tout ça, s'il te plaît? C'est marrant, j'ai pris que des titres très longs. Alors, c'est It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Sorogood, et c'est chez Image Comics. Merci. Et du coup, moi j'ai fini avec ma chronique. Donc du coup, c'est à toi, Wendy. De quoi vas-tu nous lire? Eh bien, je vais vous lire un roman. Dis donc, il en a combien des livres? Il n'en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Partout, alors. Hein? Aujourd'hui, j'ai très envie de vous faire découvrir Paradise Garden d'Helena Fisher.
Paradise Garden, c'est le nom d'une marque de glace. La préférée de Billy, 14 ans, c'est celle à la fraise, fruit de la passion et coco. Elle vit seule avec sa mère, en Allemagne, mais elle est née en Hongrie. Ce roman, c'est un road trip, celui de Billy à la recherche de ses origines, à la recherche de son père et du passé de sa maman qui a toujours été très secrète à ce sujet. Malgré un fond difficile, ce roman est frais, presque feel good. On s'identifie facilement et nous sommes très vite plongés dans son univers. Elle nous entraîne dans les questions qui la hantent depuis toujours, celles de ses origines, dans des réflexions d'enfant sur l'amitié, la famille, mais aussi sur le deuil de sa mère qui était tout pour elle. Que faire lorsque notre monde s'écroule ? Comment aller de l'avant à cet âge, lorsque tout ce que l'on connaît et croit savoir est remis en question ? Premier livre d'Helena Fischer, traduit de l'allemand par Justine Coquel, Paradise Garden est poétique et plein de rebondissements. Les paysages sont magnifiques et les relations des personnages très bien développées. Construit dans un premier temps sous forme de flashback, ce roman nous parle de rédemption. Car non, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Non, notre mère ne nous ment pas lorsqu'elle nous confie que sa mère, la grand-mère de Billy, a déjà levé la main sur elle. Mais peut-être que cette femme a sa propre version des faits. Parfois, nous faisons des choix pour préserver nos enfants, sans prendre en compte ce que nos enfants veulent vraiment. Ce n'est pas pour autant un mauvais choix, puisqu'il est fait avec amour, bienveillance et dans le but de protéger. Personne n'est parfait, mais ça tombe bien, car c'est grâce à cela que nous pouvons profiter de cette superbe histoire. Billy ne connaît pas sa grand-mère, mais dans des circonstances fâcheuses, cette dernière va faire irruption dans leur vie et venir s'installer chez elle quelque temps. L'occasion pour Billy de se faire son propre avis, de poser des questions, de découvrir la cuisine hongroise et pourquoi pas de connaître l'identité de son père. Dans ce roman, les personnages secondaires sont eux aussi très touchants. Billy et sa mère vivent dans un immeuble assez insalubre. Elles ont pour voisin une jeune femme bipolaire, un jeune homme pratiquant ou encore un couple dont le mari est violent. Tous ont des problèmes à résoudre, mais peu importe ce qui leur arrive, ils sont tous là les uns pour les autres et j'ai trouvé ça très beau. Ils sont authentiques et bienveillants. Le livre est écrit à la première personne, c'est Billy la narratrice, et c'est une enfant très intelligente, comme l'écriture de ce roman. Bien ficelée du début à la fin, on ne s'ennuie pas, tout comme Billy dans cette aventure. On découvre la vie à travers ses yeux, sa vie, elle nous surprend, nous attendrit. C'est avant tout un roman d'apprentissage à mes yeux, dans lequel nous évoluons dans un monde d'adultes complexes. Nous apprenons au même rythme que Billy, et c'est la force de ce roman. De mon côté, si je vous parle de ce livre, c'est parce qu'il mérite vraiment d'être lu. J'ai été touchée par Billy, par sa vie, sa façon d'affronter ce qui lui arrive, sa maturité. J'ai ri avec elle, j'ai pleuré avec elle, j'ai voyagé avec elle et même si je ne connais pas particulièrement l'Allemagne, j'ai tout visualisé pendant ma lecture. J'ai vécu ce road trip moi aussi et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ce livre m'a souvent fait penser au film Little Miss Sunshine ou encore au film Captain Fantastic. Car oui, cette tranche de vie est drôle, émouvante, poétique et c'est ce mélange qui m'a le plus plu. Ce livre ne vous tombera pas des mains, notamment grâce au côté secret de famille. Pour ma part, j'avais envie de savoir, de comprendre. Je laisse toujours la chance au premier roman, et la lecture de celui-ci me permet de vous dire qu'il sera sans doute le premier d'une longue liste. Du moins je l'espère, car j'ai très envie de voir ce que l'autrice va nous proposer d'autre. La couverture de Paradise Garden est superbe. Réalisée par David de las Heras, elle est dans différentes nuances de bleu. Elle évoque tellement de choses, mais après la lecture du roman, elle nous montre surtout une Billy tournée vers l'horizon, qui regarde et est prête à affronter ce que l'avenir lui réserve. Oui, à la manière de Zazie dans le métro de Queneau, ce roman aurait pu se terminer par la phrase « J'ai vieilli ». Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty
melody painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning hours, she calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, take me home, country roads, take me home, country roads. Vous venez d'écouter John Denver avec sa chanson culte Take Me Home Country Roads. Alors Wendy, j'ai beaucoup aimé ta chronique Merci. et j'ai encore une fois plein de questions à te poser. Faites Ok. 3 toujours, hein, comme d'habitude. Tu qualifies ce livre de presque feel good, alors que le deuil y est abordé. Comment c'est possible ? C'est quoi cette prouesse ? Mais comme je disais dans la chronique, il y a vraiment un côté Little Miss Sunshine ou Captain Fantastic pour ceux qui ont vu ces films. Dans le roman, on voit tout ça du point de vue de Billy, et c'est drôle parfois ce qu'une enfant en fait peut ressentir, percevoir ou même faire d'ailleurs, alors que c'est vraiment pas le moment ou que c'est pas dans le bon ton en fait. C'est ça, c'est que elle détonne effectivement, et même si le deuil y est abordé, c'est toujours sur un ton très doux, poétique, drôle. C'est vraiment très très frais. Ok, oui, ok. Le roman a un côté road trip. Yeah. Peux-tu nous en dire plus là-dessus ? Donc oui, effectivement, le roman est vraiment en 2 parties, je trouve, moi. Plutôt une première partie avec des flashbacks, des souvenirs, etc. Et la deuxième partie, elle, qui sera plutôt sur l'instant présent et le fameux road trip, justement. Ce road trip, en fait, il permet à Billy d'aller de l'avant, en fait, et de laisser derrière elle aussi tous les événements tragiques qui sont arrivés. Ça permet aussi de voir l'apprentissage, en fait, la découverte, et tout ça passe par le road trip. Ça permet aussi, nous, en tant que lecteurs, de voyager, et puis de découvrir des paysages de l'Allemagne qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai que c'est très présent. Et c'est le road trip comme on l'entend dans un film. Complètement, voilà, c'est ça. Le voyage initiatique pour aller exactement, c'est à ça, un le point côté d'A point B. parcours initiatique, complètement, c'est ça. Ouais, cool, ok, d'accord. Et pour finir, à qui conseillerais-tu ce livre, du coup ? Moi, je le conseille à tous ceux qui aiment les romans émouvants, mais aussi aux lecteurs et lectrices de romans feel-good en général, ceux qui aiment voyager aussi, et ceux qui aiment le côté secret de famille, qui vont sans doute se prendre au jeu aussi en essayant de découvrir ce qui s'est passé. D'accord. Eh bien, super. Est-ce que tu peux nous redire chez qui c'est, etc., etc. Oui, donc c'était Paradise Garden d'Helena Fischer aux éditions Gaimester. Et voilà, j'ai terminé ma chronique, donc c'est à toi Renaud, je t'écoute, de quoi tu vas nous lire ? Je sais pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va parler de pizza. Ici, on ne vend que de petits objets de forme rectangulaire que l'on appelle livres. Livres. Bon, aujourd'hui c'est un peu spécial. Je me suis dit en préparant l'émission, de quoi on n'a pas encore parlé. On a parlé de romans, de BD, de livres, en tout genre, jeunesse, manga, etc.
On a prévu de s'attaquer à des romans graphiques, à de la poésie, à des essais, etc., etc. Bref, fallait que je trouve un truc différent. Donc après une réflexion intense qui a duré le temps de me faire un café à peu près, je me suis dit qu'il fallait quand même que je parle d'un truc qui me plaise. Bah oui, parce que j'évite de chroniquer des livres que je n'aime pas. Je vois pas l'intérêt de défoncer un livre. Avec Au Capitaine, mon capitaine, on trouve qu'on n'a déjà pas assez de temps pour vous parler des livres qu'on aime, c'est pas pour prendre du temps à vous parler de livres qu'on n'aime pas. Donc soudainement, j'ai pensé aux choses que j'aime moi dans la vie, à mes passions, mes addictions. Alors j'ai tout de suite pensé au sexe, dans tout ce qu'il a de plus large. Je vous laisse avec tous vos jeux de mots d'esprit mal placés gérer cette phrase. Il y a l'art aussi, allant du cinéma à la littérature, au théâtre, au graphisme, etc. Et la bouffe. Je dirais même la junk food, voire cette bouffe récompense. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par bouffe récompense? Tu sais, quand t'as eu une journée de travail bien relou et que ton ou ta partenaire aussi, et que tu rentres chez toi et que d'un regard complice, vous vous dites McDo, pizza. Tu vois cette bouffe pleine de sucre et de gras qui fait du bien car elle réconforte. Elle a clairement oublié de réfléchir cette bouffe. C'est sale, t'en fous partout, mais mon Dieu que c'est bien. Alors pour des raisons évidentes, c'est pas d'art qu'on va parler. Enfin si, d'une certaine façon, parce que les livres, c'en est déjà. On va pas parler de sexe non plus. Et ouais, désolé, on gardera ça pour une prochaine fois, promis. Donc tu l'as compris, on va parler de bouffe. Mais en même temps, une bonne pizza, c'est pas du pur plaisir qui peut se rapprocher d'un truc un peu sexuel? Est-ce que les pizzas, c'est pas un peu de l'art? Est-ce que les pizzas, c'est vraiment de la malbouffe ou de la junk food? Bref, trop de questions auxquelles il va falloir trouver des réponses. Donc on va parler de bouffe. Et quoi de mieux qu'un livre de recettes pour le faire? Ouais, je sens ton seum naître au bout du transistor. On aurait pu parler de cul et on va parler recettes de cuisine. Alors ouais, dit comme ça peut être chiant. Mais attends, j'ai pas choisi n'importe quel livre de recettes. Ici, c'est un livre de recettes de pizza dans l'univers des Tortues Ninja. Ah, t'as vu, comment je t'ai retourné comme une calzone. Là, c'est cool. Tortues Ninja et pizza. Donc aujourd'hui, on va parler de Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza Cookbook. Ouais. Alors si comme moi, t'as grandi dans les années 90, les Tortues Ninja, c'était une institution. Tu pouvais pas passer à côté de l'animé incroyable et de son générique plus que mythique. Des films, des jouets. Oh mon Dieu, les jouets. Toi-même tu sais, le dirigeable des Tortues Ninja. Moi j'étais supra fan. Tellement fan que ma mère avait cédé à ma demande et m'avait inscrit au fan club des Tortues Ninja. Me demandez pas en quoi ça consiste, j'en ai aucune idée. Mais j'étais content. Je me souviens d'un jour où on avait téléphoné avec ma mère à un numéro surtaxé pour échanger avec les Tortues Ninja. Là, toi, auditeur de Au Capitaine, mon capitaine, tu écoutes un mec qui a parlé avec Donatello. Donc un peu de respect, ok? Bref, j'imagine même pas la gueule de la facture téléphonique derrière. Donc ici, on s'attaque à un livre de cuisine pas comme les autres. Un ouvrage qui porte haut les couleurs de la mozzarella fondue et du pepperoni bondissant. La question est simple. Est-ce qu'on a entre les mains le grimoire ultime des pizzaiolos ninja ou juste un coup de marketing pour fans nostalgiques? Voilà. Parce que moi, il y a deux choses avec lesquelles je rigole pas du tout. C'est les pizzas et les Tortues Ninja. Bon, voyons si Peggy Paul Casella tient la promesse, celle d'un livre pour les fans et les gourmands. Donc ce livre officiel est sorti en 2017 aux éditions Insight Editions et propose pas moins de 65 recettes de pizza. Ouais, 65. Autant dire que si t'avais prévu d'assiéger le Technodrome, t'inquiète, y a de quoi survivre. On y trouve des pizzas classiques, des créations plus qu'originales et des références évidentes à l'univers des Tortues Ninja. Alors une nouvelle fois, une vraie leçon de pizza ou un simple livre gadget? Eh ben, bonne nouvelle, le bouquin ne se contente pas déjà de lister des recettes. C'est beaucoup plus cool que ça. Le premier truc que tu vas apprendre, c'est à faire de la pâte à pizza. Mais le livre sait qu'on est peut-être un peu des merdes en cuisine. En tout cas, pas tous des Cyril Lignac. Il n'est pas méchant avec nous. Il ne nous culpabilise pas. Il sait que les geeks sont pas forcément de super cuistots. Alors il te dit que si tu y arrives pas, tu peux prendre une pâte à pizza toute faite, pas de souci. Le livre est cool. Il ne te prend pas de haut. Il y a plusieurs variantes. Pâte classique, pâte au blé complet, sans gluten, etc., etc. De quoi s'adapter à toutes les envies et régimes alimentaires. Même Splinter, ce bon vieux maître, risque de lever un petit sourcil sur la version tofu. Les recettes sont expliquées de manière claire.
avec des instructions précises et des ingrédients accessibles. Et ça, c'est cool. On va pas te demander de manière totalement condescendante une épice de Katmandou introuvable que même ton biocop en bas de chez toi il connaît pas. Non, c'est méga simple et tous les ingrédients de ce bouquin sont facilement chopables en supermarché. Niveau difficulté, ça reste largement réalisable même par un padawan qui ne sait pas manier un rouleau à pâtisserie. Pas besoin d'être troisième dan de la pâte panne pour s'en sortir. Le livre t'apprend à faire ta pâte, puis à faire ta sauce tomate, ta sauce pesto, ta sauce blanche, ta tapenade, des oignons caramélisés, de l'ail grillé, bref la base de tout ce qu'il te faudra pour t'amuser avec les recettes ensuite. Et les recettes sont fidèles à l'esprit des Tortues Ninja, et c'est là que ça devient intéressant. Le livre ne se contente pas de te balancer des recettes classiques, il y en a bien sûr, mais il joue avec l'univers des Tortues Ninja. Certaines recettes rendent hommage aux origines des personnages, avec des saveurs italiennes bien présentes. D'autres, en revanche, plongent dans le délire des pizzas improbables qu'on voyait dans le dessin animé des années 90. Des garnitures folles comme de l'omelette, de l'ananas, de l'artichaut, du guacamole, des boulettes de viande, des macaronis. Bref, ils n'ont pas peur de perdre leurs âmes et de choquer les puristes. Le ton du livre est fun et bourré de références et d'anecdotes sur les aventures de Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. On sent que c'est écrit par quelqu'un qui aime vraiment l'univers des Tortues Ninja. Et c'est pas juste un opportuniste qui veut vendre un bouquin. Il y a des pizzas familiales, des pizzas à faire avec ses enfants en forme de tête de Tortues Ninja. Bref, c'est cool. Ils ont compris que les Tortues Ninja, c'était fun. Et qu'en même temps, on pouvait s'amuser à faire de la cuisine. Le livre s'offre même le luxe de rajouter quelques recettes sucrées et autres suppléments qui ne sont pas des pizzas, mais qui restent dans l'univers. Par exemple, des desserts en forme d'étoiles de ninja, etc., etc., et j'en passe. Aussi, petit détail important, le livre est beau, classe, coloré. À l'intérieur, les recettes sont un peu illustrées façon comics, BD, avec des couleurs primaires flashy, cool, rappelant les bandeaux des tortues, des petites anecdotes et des dessins des tortues en pleine action. Bref, c'est chouette. Le livre te tutoie en permanence pour te rappeler qu'on est tous potes chez les Tortues Ninja. Les pizzas ont toutes des noms cool, genre la revanche de Shredder, pizza d'April O'Neil, la pizza découpée au sabre, omelette dans une demi-carapace, la 4 fromages des 4 frères, surfeur des égouts, bref, verdict final, clairement, Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza Cookbook est un vrai plaisir pour les fans de la licence, mais aussi pour ceux qui aiment tester des pizzas originales. Car oui, j'ai oublié de vous le dire quand même, on a testé avec ma meuf. Bon, je vais être honnête, c'est plutôt elle qui a cuisiné. J'ai pas encore vraiment cuisiné, mais j'ai goûté et on a fait 2-3 recettes et c'est bon. Simple à réaliser. Enfin, je dis que j'ai pas cuisiné, j'ai un peu fait des trucs, mais c'est plutôt elle qui a fait plus de trucs. Bon. Donc si vous cherchez un livre de recettes avec des classiques, des trucs à revisiter, le tout fait de façon ludique et fun, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes prêt à expérimenter, à tenter des associations audacieuses et à organiser des soirées pizza dignes des égouts de New York, foncez avec un bon équilibre entre recettes accessibles et clin d'œil geek. C'est un bouquin qui réussit à faire honneur aux Tortues Ninja sans oublier d'être un vrai livre de cuisine. Un bel objet pour les collectionneurs et une vraie source d'inspiration pour les pizza lovers. Ce livre semble, par son côté ludique et abordable, reprendre la maxime d'Auguste Gusteau de Ratatouille. Tout le monde peut cuisiner. Alors Coabunga mes petites tortues chéries, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et comme dirait Jérôme Niel, cheddar, mozzarella et pepperoni sur ton cœur, on vous aime putain. Cowabunga. Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman
Vous venez d'écouter La Famille Tortue de Kids First. Merci beaucoup Renaud pour ce choix musical incroyable. C'est vraiment mon plaisir personnel. Ainsi que pour cette chronique. J'ai quelques questions à te poser concernant cette dernière. On passera les questions sur la musique. Donc ma première question, qui est Peggy Paul Casella, l'autrice du livre, et quel est son parcours dans le domaine culinaire ? En fait, je me suis renseigné un peu quand même parce que je t'avouerais que je ne connaissais pas Peggy Paul Casella. Donc, c'est une autrice culinaire américaine spécialisée dans la création et l'édition de livres de recettes. Donc, on a quand même affaire un peu à du lourd. Elle est notamment connue justement pour ce livre-là, mais aussi pour d'autres trucs. Entre autres, elle écrit pour ThursdayNightPizza.com, un blog qu'elle a créé en 2014. Elle fait plein d'articles dans plein de magazines aux États-Unis, dont un magazine local de Philadelphie. Elle contribue occasionnellement sur plein de publications, toujours de recettes. Toujours des pizzas ? Toujours, très souvent. Son intérêt pour les Tortues Ninja remonte à son enfance, un peu comme moi, elle a grandi avec, en regardant la série animée, etc. Elle considère Michelangelo, l'un des personnages emblématiques, comme un véritable visionnaire de la pizza. Alors, si vous vous rappelez de la série, je suis moins sûr de ce truc-là, parce que c'est toujours lui qui fait des trucs incroyables avec des pizzas où il y a du sucré salé et où ça n'a aucun sens. Mais je comprends un peu le délire et on le ressent vraiment. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une vraie, journaliste culinaire, qui fait des vraies recettes et tout ça, et en même temps une vraie fan des Tortues Ninja, et je trouve que ça se ressent dans l'ouvrage, quoi. Voilà. Ok. Et comment ce livre parvient-il justement à fusionner l'univers des Tortues Ninja et des recettes ? En fait, c'est vraiment ce qui m'interpelle. Déjà, on a cette autrice qui est folle et qui aime bien les deux trucs. Mais dès les premières pages, moi, je trouve que le livre nous plonge dans l'ambiance des années 90. Ça reprend l'esthétique colorée, les personnages emblématiques de la série. Chaque recette est accompagnée d'illustrations et de références directes aux aventures des 4 tortues. C'est plutôt bien foutu. Les recettes sont inspirées bien sûr des personnages ou de noms d'épisodes. Enfin, c'est de la grosse ref, et à chaque fois, je trouve que c'est pas du fan service pur. Ça a un vrai sens par rapport au nom des pizzas, par rapport aux recettes, etc. Donc le mélange est parfait, quoi. La nana a parfaitement compris l'univers des Tortues Ninja et en même temps ce qu'on attendait d'un livre de pizza en tant que fan des Tortues Ninja, quoi. Donc non, c'est parfait, quoi. Ok, ma dernière question, la plus importante à mes yeux. J'ai besoin de savoir, je pense qu'on a tous besoin de savoir, si ce livre, attention, inclut des recettes qui sont adaptées à différents régimes alimentaires, type végétarien, type sans gluten, etc. Eh bien, oui. C'est ça qui est super. Le livre propose des recettes adaptées à différents régimes alimentaires, donc végétarienne, sans gluten, etc. En fait, le livre comprend des recettes telles que la Lean, Mean and Green ou la Shredder, enfin la revanche de Shredder, parce que là je suis en train de vous le dire en anglais, je suis un peu voilà, mais c'est la revanche de Shredder par exemple, qui offre des alternatives saines et peuvent être adaptées parfaitement à des besoins diététiques spécifiques, donc végé, vegan même. En fait, ce qui est cool, je le dis un peu dans la chronique, c'est que Casella, elle a parfaitement compris que y a des gens qui ont des régimes justement alimentaires différents et que elle adapte en permanence ses recettes pour se dire si vous avez pas ça, prenez ça. Si vous voulez faire ça, faites ça. Il n'y a pas d'impératif, de choses qui vous est imposées. Tout est possible et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc du coup, elle laisse entièrement la possibilité de faire des recettes véganes, des recettes totalement carnées, quoi. Voilà, ou pour les gens qui veulent manger vraiment de la grosse viande. Mais toutes les possibilités sont là en fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Mais de rien, c'est mon plaisir, c'est les Tortues Ninja. Est-ce que tu peux nous redire du coup le titre, l'autrice, on vient d'en parler, mais l'édition, etc., s'il te plaît ? Ouais, alors le titre est très long, je suis désolé. C'est The Teenage Mutant Ninja Turtle Pizza Cookbook. Donc les textes, l'autrice c'est Peggy Paul Casella, donc la fameuse autrice culinaire. Et j'ai pas parlé quand même, parce qu'il y a des superbes photographies qui filent bien la dalle, et c'est vachement bien illustré. Et c'est Albert Yee qui l'a illustré, le livre, par les photographies et tout ça. Et c'est chez Huggin & Munin. Voilà, je vous conseille fortement ce livre de pizza. Merci beaucoup. Et du coup, moi j'ai fini, Wendy, donc c'est à toi avec ta chronique. De quoi vas-tu nous lire ? Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle.
C'est au tour de la jeunesse maintenant, avec la petite fille la plus forte du monde de Ben Lerwill. Charlie est une petite fille pleine de vie. Elle aime jouer avec son petit frère, ses amis et adore donner à manger aux oiseaux dehors. Mais voilà, Charlie a un secret. Elle est dotée d'une force incroyable. Sa famille est au courant et lorsque cela dérape, ils en rigolent tous ensemble. Mais Charlie n'ose pas toujours être elle-même avec ses amis, de peur de les blesser ou de casser quelque chose sans faire exprès. Un jour, alors qu'elle se promène avec sa famille dans une fête foraine, il découvre qu'un spectacle est donné par les super biscottos. Balèze Blaise, Beauté Brutale et Betty Biceps sont les plus forts du monde et Charlie a très envie de se rendre à cette représentation. Elle en parle encore et s'imagine déjà le spectacle et les costumes. C'est le grand jour. Le spectacle commence et Charlie est aux premières loges. Beauté Brutale ouvre le show, suivi de Betty Biceps. Enfin, le clou du spectacle, Balèze Blaise. Il va soulever un bus à 2 étages. Un bus à 2 étages rempli de pianos. Un bus à 2 étages rempli de pianos et de sauce bolognaise. Tout le monde est impatient de voir ça. Les gens applaudissent, encouragent, mais Charlie, elle, observe et voit que les genoux de Balèze Blaise commencent à trembler sous le poids de ce bus. Sans aucune hésitation, elle saute sur scène et s'empare du bus afin de sauver la situation. Les applaudissements retentissent sous le chapiteau. C'est Charlie, la star de ce spectacle. C'est elle, la petite fille la plus forte du monde. Suite à ce show incroyable, Charlie s'accepte davantage et chaque vacances scolaires, elle rejoint la troupe de façon à faire partie de leur spectacle incroyable. La petite fille la plus forte du monde est un album très vif et coloré. Il plaira aussi bien aux parents qu'aux enfants. Pour ma part, j'ai d'abord été attirée par la maison d'édition. Je ne suis jamais déçue par ce que propose Little Urban et j'ai donc foncé, sans hésiter. Dans un second temps, les couleurs vives et le personnage de Charlie sur la couverture ont permis à cet album de se retrouver entre mes mains. Ces couleurs, on les doit à Béatrice Blue, illustratrice jeunesse canadienne qui a d'abord travaillé dans l'animation, et notamment chez DreamWorks TV, Hasbro, HarperCollins, Nickelodeon, Square Enix, Lonely Planet, Procreate et bien d'autres. Je le précise car ça se voit dans son dessin, et dans le bon sens du terme. C'est rythmé. Certes, l'écriture de Ben Lerwill y est aussi pour quelque chose, mais le dessin vient se greffer et fait presque office de storyboard. Béatrice Blue a aussi illustré une série d'albums « Il était une fois ». Cette série se compose des titres « La corne des licornes »,« Le feu des dragons »,« La magie des sorcières » et « Le secret des sirènes ». Ces 4 albums s'ancrent dans le fantastique et expliquent l'origine de ces personnages et créatures magiques. Ben Lerwill, lui, a aussi écrit des livres documentaires pour les enfants. Il a notamment écrit « Les animaux qui ont changé l'histoire » ainsi qu'un tour du monde en 80 arbres. Pour conclure, je dirais que l'idée de cet album, c'est de s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts. D'ailleurs, ce ne sont plus tellement des défauts si on en fait une force. Tout dépend de la façon dont on voit les choses, et c'est ce qui m'a plu avec cette histoire. C'est drôle, léger, mais malgré tout, le sujet est assez fort, puisqu'il s'agit tout de même d'intégration. Je pense que nous pouvons tous nous retrouver dans cette histoire. Et surtout, je pense qu'elle peut faire du bien aux plus jeunes, qu'ils soient concernés eux-mêmes par cette situation ou qu'ils aient quelqu'un dans leur classe, leur école, leur entourage qui le soit. Cet album peut tout à fait permettre d'ouvrir à la discussion et d'aborder le thème de la différence. Car oui, la différence, c'est une richesse.
Vous venez d'écouter Jolie Coquine de Caravan Palace. Merci Wendy pour cette chronique sur la petite fille la plus forte du monde. Bon, j'avais une question, je suis désolé d'avance pour cette question parce qu'on a dû te la poser des centaines de milliers de fois, mais est-ce un livre plutôt pour les garçons, plutôt pour les filles? Ouais. Oui, alors effectivement, on me pose souvent la question, c'est vrai. Ou alors quand je le conseille, on me dit non, c'est pour un garçon en fait. Sauf que oui, c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles. En fait, j'en profite d'ailleurs pour le préciser. Comme tous les livres du monde, en fait, il n'y a absolument aucun genre pour lire tel ou tel livre. On lit bien ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je pense. Du coup, même en cinéma, je pensais particulièrement à Ghibli, qui a que des personnages féminins forts. Du voyage de Chihiro à Mononoke. Là, après, effectivement, là, le personnage principal est un personnage de féminin. C'est une petite fille super badass avec des muscles incroyables, etc. Mais honnêtement, je le conseille. Il vend aussi bien aux adultes pour offrir qu'aux enfants, garçons et filles qui sont toujours sous le charme. Vraiment, ça n'a aucun rapport avec... C'est pas parce qu'on a un personnage féminin fort et qui est héros d'une histoire que c'est forcément pour les filles, quoi. Voilà, donc moi, je le conseille à tout le monde. Merci de préciser fortement ça. Tous les fans d'Alien vont beaucoup aimer. Merci. Voilà. Forcément. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, il y a un truc qui m'a frappé beaucoup. T'en parles pas tellement dans ta chronique, donc autant qu'on en parle maintenant. Oui. C'est que la petite fille la plus forte du monde, c'est le surnom que se donnait elle-même Fifi Brin-d'Acier. Oui, complètement, ouais. Et donc, du coup, est-ce un hommage à Fifi Brin-d'Acier? Alors, donc en Suède, déjà pour resituer un petit peu, Fifi Brin-d'Acier, c'est vraiment une icône punk et féministe, presque anarchiste. C'est un personnage issu des romans d'Astrid Lindgren, ou Lindgren, je sais pas trop comment on le prononce. En tout cas, c'est une petite fille rousse, comme Charlie, et sauf que Fifi Brin-d'Acier se proclame effectivement elle-même comme étant la petite fille la plus forte du monde. Donc nous, en France, on la connaît pas très bien, mais je pense qu'elle a quand même marqué toute une génération, et aujourd'hui, je pense que Charlie prend le relais en lui rendant hommage. Oui, c'est ça. C'est pas tellement qu'en France on la connaît pas très bien, surtout que ça a été vachement édulcoré dans les romans, les trucs comme ça. Oui. Et dans la série télé, quoi. Ah, ok, d'accord, j'ai ma réponse, trop bien. D'accord, donc c'est vraiment un hommage à Fifi Brin-d'Acier. Okay, je pense, oui. Ah, en même temps, si elle est rousse et qu'elle a des taches de rousseur, c'est ça, etc. Moi, j'y ai pensé toute la journée. En plus, elle a des vêtements rayés. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a hommage aussi. Oui, clairement. Du coup, tu peux rappeler chez qui c'est, etc. Oui, donc c'était La petite fille la plus forte du monde de Ben Lerwill, illustré par Béatrice Blou aux éditions Little Urban. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Vous venez d'écouter Au Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast, appelez ça comme vous voulez, présenté par Renaud et Wendy. Et bonne lecture, Moussaillon.
Thank you.